Chers spectateurs et spectatrices du live ou de la rediff, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle horrifique histoire. Et ce soir, dans cette horrifique histoire un peu particulière d'Halloween, peine partagée, une nouvelle de Sarah Schneider. Et bonne écoute. Les dernières braises protestent un instant contre la giclée d'eau en chuintant leur mécontentement, puis s'éteignent dans un nuage de vapeur. D'un coup, la pénombre envahit la pièce, et Gwenaëlle sent un frisson courir dans son dos. Elle a toujours détesté l'obscurité. Chaque année, le 3e soir de Samhain, quand la coutume réclame que l'on étouffe le feu de l'âtre pour symboliser la fin de l'été, l'adolescente ressent l'arrivée du froid jusque dans ses os. Son père se redresse, le broc vide dans une main, et il passe son bras autour des épaules de sa fille. Comme de coutume, il se charge de cette mise à mort rituelle, et Gladys, la mère de Gwenaëlle, rallume la flamme au retour de la cérémonie à l'aide des braises du feu sacré distribuées par le druide. « Voilà !» conclut la matriarche en frottant ses paumes l'une contre l'autre. La tradition exige normalement que l'on garde le silence ce jour-là, mais c'est trop lui demander. Gwenaëlle connaît les réflexions qui occupent l'esprit de sa mère. Elles évoquent la fin d'un cycle, le début de ce temps noir nécessaire à l'éclosion du jour nouveau. L'adolescente sait à quel point il est pénible pour Gladys de réduire ses pensées à un seul mot. Consciente de son effort, elle lui adresse un regard compréhensif. Ils quittent à présent leur maisonnette, veillant à laisser la porte entrebâillée. Un dernier coup d'œil à l'intérieur révèle une assiette sur la table, avec du pain, du sel et du vin, en vue d'une éventuelle visite de leur cher défunt. Dehors, il fera encore clair durant une bonne heure, le temps de rejoindre l'endroit où se déroule la cérémonie, commune à tous les villages alentours. La famille se met en route. Gwenaëlle repère le long du chemin les taches sombres de la terre retournée, là où elle enfouit des pommes la veille avec sa mère, dans le but de nourrir les esprits errants. Elle participe de bon gré à ces offrandes traditionnelles, tout en émettant le vœu secret
qu'aucun revenant n'en fasse jamais usage. L'adolescente marche entre ses parents. Ils sont conscients qu'elle est plus rassurée ainsi. Sa mère anime le voyage en palabrant à voix basse. Son autre façon de, presque, respecter le silence. Nous ferons une partie de la route avec les Gallagher, chuchote-t-elle. Comme ils ont perdu leur bébé il y a moins d'1 an, Samhain sera particulièrement pénible pour eux. Samhain, pardon. Moi, il m'a fallu des années pour penser à ton petit frère sans éclater en sanglots. Gwenaëlle ne se souvient pas d'avoir vu sa mère triste. Elle était trop jeune au moment des faits. Gladys continue son monologue en rappelant combien cette cérémonie est bénéfique dans le processus du deuil, sur le chemin de l'obscurité à la lumière. Elle évoque ensuite l'image du voile entre le monde des vivants et celui des morts, si ténu durant ces quelques jours qu'il laisse traverser les défunts. Gwenaëlle sent ses muscles se crisper. Comme chaque année à cette période, elle scrute les ombres pour s'assurer qu'aucun fantôme ne va en surgir. Le fait qu'elle n'en ait jamais aperçu ne suffit pas à la détendre. Quand sa mère prend conscience de son malaise, elle bifurque sur un autre aspect de Samhain. La magie. Alors, la jeune femme sait qu'elle va lui citer, comme chaque année, l'exemple de sa tante Nolwenn, la marieuse. Ces quelques jours favorables aux manifestations surnaturelles s'avèrent souvent propices à l'apparition de pouvoirs particuliers. Avec l'ouverture des barrières entre les mondes, certaines personnes se voient soudain douées de facultés, telles que guérir les brûlures, trouver les sources d'eau, converser avec les esprits ou apparier les gens. Nolwenn n'était qu'adolescente quand elle a reçu son don de marieuse. Son premier coup de maître a été de présenter sa sœur aînée, Gladys, petite rouquine rigolote, à Fergus, le grand bûcheron timide, caché dans sa barbe. Depuis, elle se sert de leur couple heureux et solide en guise de preuve de ses talents. Ça lui est tombé dessus en pleine cérémonie, comme la foudre sur le plus haut sapin, raconte Gladys. Bien qu'elle ait entendu cette histoire à maintes reprises sans montrer le moindre amusement, ce soir-là, Gwenaëlle sourit. Une fois n'est pas coutume, elle laisse l'enthousiasme de sa mère la distraire de sa peur du noir. Samhain ne sera peut-être pas si pénible cette année, finalement. Son accès de bonne humeur n'échappe pas à Gladys, qui s'en réjouit. Les dernières manifestations de joie de sa fille durant les jours de cérémonie remontent à si loin qu'elle ne s'en souvient même plus. Et bonsoir Lucifred. Le soleil s'abîme derrière les collines de l'ouest, étirant les ombres en silhouettes squelettiques. En face d'eux, le long de la route, un grand homme mince marche dans l'herbe, à contresens de tout le monde. Ses longs cheveux gris et ses habits usés jusqu'à la corde lui donnent un air négligé. Il semble chercher quelque chose sur le sol, car il se tient courbé.
Quand la famille le croise, il lève le regard sur Gwenaël et la fixe un instant d'un œil vide avant de reprendre son exploration. Une sensation désagréable la traverse. Elle est soulagée que sa mère ait passé son chemin sans proposer son assistance à cet homme. Gladys n'est pas femme à laisser autrui dans l'embarras, et, un autre jour que celui-là, Gwenaël ne doute pas qu'elle lui aurait offert son aide, malgré son allure peu engageante. L'adolescente ne peut s'empêcher de se retourner sur ce vagabond et se sentir rassurée de le voir encore penché sur ses recherches. Son père la regarde en haussant un sourcil interrogateur. Elle lui montre le visage le plus confiant dont elle est capable. Plus loin, le couple Gallagher les attend en bois au bord de la route. Quand ils approchent pour saluer sa famille, l'adolescente est frappée de plein fouet par leur peine. Elle résiste à un mouvement de recul instinctif et leur serre la main, en silence. Le deuil de leur bébé se dessine dans son esprit comme le néant, aspirant cette femme et grignotant la charpente de son mari. Elle visualise le manque, inscrit en eux dans leur silhouette, à tel point qu'elle le ressent dans son propre corps. Le petit frère qu'elle n'a jamais eu se rappelle à son souvenir, et un violent regret la traverse. Comme si elle avait senti cet élan de compassion, Madame Gallagher esquisse un pâle sourire. Avoir de la compagnie semble lui être bénéfique, contrairement à Gwenaël, que des idées sombres assaillent à présent, avec une intensité accrue. D'un coup, l'aversion de l'adolescente pour Samhain et ses rituels morbides ressurgit. Sa mère s'est tue, et la jeune femme se surprend à regretter son monologue rassurant. Dans l'obscurité précoce de la forêt qu'il traverse, elle resserre son châle et croise les bras sur sa poitrine. Bientôt, les contours du lieu de cérémonie se devinent entre les arbres, grâce au grand feu qui brûle en son centre. De nouveaux arrivants rejoignent le chemin et viennent grossir la foule. La plupart se déplacent en famille, d'autres déambulent, seuls, entre hagards et fervents, guidés par le mouvement. Certains avancent en croquant dans des pommes. Gwenaël croit reconnaître parmi eux le vagabond inquiétant croisé sur la route, mais il disparaît dans la masse avant qu'elle en soit certaine. Elle se rapproche de son père sans parvenir à se tranquilliser tout à fait. La procession hétéroclite débouche du couvert des sapins. L'adolescente repère quelques amis dans l'assistance
et les salue d'un hochement de tête. Tant que les flammes n'ont pas été éteintes puis rallumées, le silence reste de mise et chacun demeure avec les siens. Nolwenn se tient auprès du druide, parmi les prêtresses. La marieuse porte une robe blanche vaporeuse, avec des manches interminables, qu'elle fera volter autour d'elle quand le moment de la liesse sera revenu. Gwenaëlle se réjouit que sa tante soit occupée par sa fonction officielle. Elle préfère échapper le plus longtemps possible à ses visions d'un éventuel futur époux. L'assistance se disperse aux abords du feu où sont disposés des bancs en un cercle immense. Les habitants de plusieurs villages se retrouvent ici. Beaucoup de participants sont inconnus de Gwenaëlle. Dans la cohue, la jeune femme se fait bousculer par les membres d'une famille qui lance à tout le monde des œillades fâchées. Elle manque de tomber et laisse échapper un cri étouffé. Le fils aîné tourne vers elle un visage hostile. Sans se l'expliquer, elle reconnaît sur lui l'empreinte du deuil. Un deuil refoulé, avec violence, projeté autour de lui comme un reproche. Cette fureur la frappe avec la puissance d'une gifle. Alors, une colère irrépressible transforme ses mains en poings serrés. Un sentiment d'injustice incontrôlable lui arrache des larmes de rage. Le garçon qui l'a poussée la regarde avec étonnement, puis ses traits se relâchent. Gwenaëlle reste quant à elle embarrassée d'une haine étrangère et douloureuse. Elle ressent l'envie de frapper ce jeune homme, mais elle attrape plutôt la manche de sa mère. « Éloignons-nous de ces gens, je t'en prie. » Si Gladys est surprise que sa fille brise le silence rituel, elle n'en montre rien et entraîne sa famille plus loin. Elle désigne des places libres sur un banc à côté d'une vieille dame. « Allons nous asseoir là-bas, » chuchote-t-elle. « C'est la veuve Kelly. Elle est très gentille. » Les femmes prennent place, alors que le père de Gwenaëlle se positionne debout derrière elle. C'est la disposition traditionnelle. Les enfants assis par terre, les femmes et les personnes âgées sur les bancs, et les hommes debout. Le cercle est immense et fourni. Pourtant, l'adolescente voit qu'en face, la famille furieuse et indélicate s'est installée au complet sur un banc. La mère, le père, le grand-fils et sa petite sœur. Leur attitude exprime leur esprit contestataire. Gwenaëlle trouve le moment et l'endroit inadéquats pour ce genre de provocation. Elle se détourne d'eux et adresse un salut de la tête à sa voisine. La veuve lui sourit aimablement en retour. Cette vieille dame respire la sérénité. L'adolescente prend conscience que certains ne se laissent pas anéantir par le deuil. La mort n'est pas forcément un déchirement. On peut aussi l'accueillir comme une étape du parcours et chérir la mémoire des défunts avec reconnaissance. Gwenaëlle se détend et ressent une vague de paix l'envahir. Enfin tranquillisée,
la jeune femme remarque à quel point ses émotions ont fluctué depuis qu'elle a quitté son foyer. Elle s'est vue assaillie par une multitude de sentiments divers et intenses qui l'ont bouleversée de manière incontrôlable. Normalement, Samhain est pour elle une succession d'instants moroses et effrayants qu'elle traverse en courbant l'échine comme on affronte un vent contraire. Cette année, elle s'est déjà sentie ballottée entre le regret, la colère et la paix, alors qu'elle vient à peine d'arriver. La cérémonie commence. Gwenaël écoute d'une oreille les discours du druide. Ses yeux parcourent les rangs de l'assemblée, ces centaines de visages animés par les reflets mouvants des flammes. Derrière la rangée des hommes debout, d'autres personnes se sont alignées, probablement des retardataires. La lumière du feu ne parvient pas à éclairer leurs traits. Ils sont nombreux, ces spectateurs de l'ombre, à devoir se contenter des derniers rangs. L'an prochain, il faudra agrandir le cercle. Curieuse de savoir si les surnuméraires s'assemblent également de son côté, Gwenaël se retourne et sursaute. Le grand vagabond maigre qu'elle a cru reconnaître plus tôt se tient juste derrière son père. Il se penche en avant, non pas pour observer les rituels, mais pour la fixer, elle en particulier. Affolée, elle se lève d'un bond et remarque alors qu'ils sont des dizaines à s'amasser derrière lui, plus nombreux que partout ailleurs autour du cercle. La nuit empêche de distinguer leurs visages, mais l'esprit de Gwenaël leur dessine des faciès décharnés et des orbites creuses. Ses jambes lui réclament de fuir. Puis le regard stupéfait et légèrement réprobateur de son père la ramène à la raison. Il lui pose sur les épaules 2 mains sécurisantes et fermes qui la convainquent de se rasseoir. Gladys lui tapote la cuisse et une onde rassurante traverse l'adolescente. Elle parvient à se calmer. Quel mal peut-on lui faire au milieu de cette foule ? Elle se promet de ne plus se laisser envahir par ses craintes. Progressivement, les flammes s'amenuisent. Les prêtresses viennent éparpiller les braises pour accélérer le processus. Gwenaël ne sent déjà plus la chaleur du feu sur son visage. À présent, la lignée des hommes debout a été avalée par les ténèbres et la rangée des gens assis s'efface dans l'ombre. Est-ce que toute l'assistance ressent aussi intensément qu'elle l'entrée dans le temps noir ? La jeune femme a l'impression d'écarter elle-même le voile entre les 2 mondes. Quelle créature en profite pour venir sur Terre ? Et à quel dessein ? Le feu s'est épuisé.
Gwenaël frissonne dans le noir. Les mains de son père demeurent sur ses épaules, chaudes et réconfortantes. Elle lui est reconnaissante pour la force tranquille qu'il lui transmet. Sur sa gauche, elle devine de façon presque palpable la présence de sa mère et sa ferveur mystique. Gladys accueille l'aspect magique de Samhain avec tant de conviction que sa fille s'étonne qu'elle n'ait jamais reçu de don. L'adolescente perçoit également l'atmosphère particulière qui règne ce soir-là. Son état émotionnel versatile montre à quel point elle y est sensible. D'ailleurs, le phénomène est toujours à l'œuvre, car malgré l'obscurité, la jeune femme parvient à ressentir les émotions des personnes qui l'entourent avec une acuité surprenante. Leurs sentiments se répandent autour d'eux comme des flux qui convergent dans sa direction et se déversent en elle de façon aussi intrusive qu'un contact non sollicité. Elle sursaute, persuadée que quelqu'un l'a touchée. La nuit l'oppresse et l'étouffe. Elle appelle de ses vœux le retour de la clarté. Enfin, au centre de l'assistance, des étincelles annoncent l'avènement de la nouvelle année. Le druide frotte l'une contre l'autre les branches sèches du chêne sacré. Il va faire renaître la lumière et, Gwenaël l'espère, mettre un terme au phénomène magique imprégnant l'assemblée, et elle en particulier. Finalement, les flammes s'élèvent et l'adolescente perçoit sa tension qui se relâche à mesure que le brasier grossit. Les prêtresses dansent et l'an 9 commence. Puisse-t-il nous apporter tout ce qui nous est nécessaire pour nourrir nos corps, réjouir nos cœurs et éclairer notre conscience, scande le druide. Alors, Gwenaël sent la félicité ambiante la transporter et son optimisme renaître. Elle cesse enfin de trembler. La cérémonie se termine avec la distribution des braises tirées du feu sacré que les gens rapportent chez eux en vue de rallumer leur âtre pour toute l'année à venir. Gladys n'est jamais pressée et elle laisse volontiers toute l'assistance être servie avant sa famille, ce qui peut durer un certain temps. Le silence est à présent rompu et les conversations vont bon train. Gwenaël chasse le souvenir de ses perceptions particulières, comme on fait disparaître un cafard d'un coup de balai. Elle se garde bien de suivre ses parents qui se dirigent vers sa tante Nolwenn. Avec les puissances magiques à l'œuvre ce soir-là, la marieuse est susceptible de ressentir des intuitions accrues et de lui dénicher un futur époux dans l'instant. C'est pourquoi l'adolescente préfère l'éviter et partir à la recherche de ses amis. Soudain, une main se pose sur son avant-bras. Madame Gallagher la retient pour lui parler. Pour Gwenaël, c'est le choc. Devant elle, la pauvre femme n'est qu'un gouffre de souffrance qui hurle l'absence de son bébé. Immédiatement, l'abîme du manque
s'empare de l'adolescente et creuse dans son ventre un nid de douleur. Elle tombe à genoux, un brouillard trouble sa vision. C'est à peine si elle entend le « merci » soufflé par Madame Gallagher. Des mains la saisissent sous les aisselles et des bras solides la rétablissent sur ses jambes. Elle se retrouve face au jeune homme qui l'a bousculée avant la cérémonie. Il pousse devant lui sa petite sœur, qui ouvre de grands yeux étonnés en s'accrochant à une poupée de chiffon. Le désarroi de cette fille devient d'un coup la seule préoccupation de la jeune femme. L'impuissance, l'incompréhension et une immense tristesse émanent de l'enfant, puis s'en échappent pour assaillir l'esprit de l'adolescente, son cœur et tout son corps. Gwenaëlle en a le souffle coupé. Elle porte ses mains à sa poitrine dans un vain geste de protection, pendant que la petite fille s'illumine d'un sourire, glisse sa paume dans celle de son frère et l'entraîne plus loin en rigolant. Personne ne remercie la jeune femme cette fois. Elle reste avec ce fardeau supplémentaire et la douleur qu'il contient. Elle prend conscience qu'elle fait sienne la souffrance d'autrui, sans comprendre pourquoi ni comment, et sans même donner son consentement. Quand elle relève la tête, elle remarque que des gens convergent vers elle. On lui touche l'épaule et elle perd une sœur. On la frôle du coude et elle veut se venger de son voisin. On attrape sa main et elle ne désire plus rien d'autre que suivre son amour dans la mort. Envahie d'émotions parasites qui la pénètrent de toutes parts, Gwenaëlle ne peut supporter plus longtemps la pression de cette foule quémandeuse. Il faut qu'elle s'éloigne, qu'elle se retrouve seule avec des sentiments qui n'appartiennent qu'à elle. Sinon, elle va devenir folle. Elle bouscule quelques personnes et s'extirpe enfin du tumulte d'émotions qu'on projette sur elle. Cependant, en marge de l'assistance, là où la lumière du feu abandonne le terrain à la nuit, une autre foule l'attend. Ceux de l'ombre, les décharnés, les errants aux yeux caves, ont aussi, eux, des peines à partager avec elle. Ils s'avancent, les bras tendus vers leur délivrance. Gwenaëlle hurle et se met à courir. L'obscurité se referme sur ses talons alors qu'elle s'enfuit vers les collines. Sur les hauteurs, d'autres foyers ont été allumés. Elle espère rejoindre l'un d'eux, mais bientôt son souffle s'épuise et elle est forcée de réduire l'allure. Elle garde la lumière en point de mire, tâchant d'oublier les ténèbres qui l'entourent. Quand une forme humaine se dresse devant elle, à contre-jour sur la lueur du feu, c'est encore le vagabond. Elle reconnaît son grand corps émacié et ses cheveux longs. Il se lance sur elle. La jeune femme lâche un cri et bondit sur le côté, ramassée sur elle-même pour éviter ses mains tendues. Elle court à en perdre haleine en direction du foyer, espérant que les flammes tiennent l'agresseur à distance. Arrivée près de l'âtre, elle se saisit d'une branche embrasée et la brandit devant elle. L'inquiétant personnage ne l'a pas suivie. Elle est enfin seule. Du moins le croit-elle.
Salut, dit une voix de l'autre côté du brasier. Gwenaël fait volte-face, le cœur battant dans sa gorge, luttant encore pour récupérer son souffle. Un jeune homme se tient debout à la lisière du cercle de lumière, les bras croisés sur sa poitrine. Il la regarde avec une expression détachée, ni aimable, ni hostile. Sa respiration enfin calmée, l'adolescente parvient à reprendre ses esprits. Elle se sent idiote d'avoir cru l'endroit désert. Il a bien fallu quelqu'un pour allumer ces feux sur les collines. Salut, finit-elle par dire en jetant des coups d'œil continuels aux alentours afin de confirmer que l'autre homme ne traîne plus dans les parages. Finalement, elle est rassurée d'avoir de la compagnie. Tu veux t'asseoir ? Propose le garçon en désignant derrière lui le tronc ébranché de l'arbre qui a servi à alimenter le feu. Tu me parais fatigué. Elle accepte et prend place sur ce banc improvisé, tandis que son interlocuteur s'installe à une coudée d'elle, une jambe repliée pour lui faire face. La pénombre dans laquelle il se trouve la dérange un peu. Elle aurait préféré se situer plus près du feu, mais elle ne va quand même pas lui imposer de déplacer le tronc. Elle plante sa branche enflammée dans la terre à côté d'elle, en guise d'éclairage d'appoint. La terreur qui l'a saisie plus tôt s'estompe peu à peu, et elle parvient à se détendre. « Comment t'appelles-tu » lui demande-t-il. « Gwenaël. Je suis venu à la cérémonie avec mes parents. » Il doit se douter de la raison de sa présence, mais elle juge important qu'il la sache accompagner. « Je suis Brennan. J'ai assisté aux festivités de loin. Je ne me sens pas très à l'aise dans ce genre de cérémonie. » Elle le détaille du coin de l'œil. Il semble à peine plus âgé qu'elle, comme le suggère sa carrure d'homme, sa voix profonde et la légère ombre qui envahit ses joues. Ses cheveux... Je n'arrive plus à lire. Ses cheveux noirs et ses yeux foncés contrastent avec sa peau claire et lui confèrent un air sérieux. Je n'ai pas passé un bon moment non plus cette année, avoue-t-elle. C'est pour ça que tu cherches à t'isoler ? Elle acquiesce et il poursuit. Est-ce que ma présence te gêne ? Je peux m'en aller si tu préfères. Non, reste. Elle est sincère. Elle apprécie sa compagnie. Et avec cet individu inquiétant qui rôde dans le noir, elle ne se voit pas demeurer seule. Brennan sourit. Pas d'un sourire franc qui s'ouvre jusqu'aux oreilles, mais d'un petit pli des lèvres éloquent. Tu as envie de me raconter pourquoi tu t'es éloigné de la cérémonie ? Elle ne devine pas de curiosité dans son ton, plutôt de la sollicitude. Après l'indélicatesse dont les autres personnes ont fait preuve envers elle, sa prévenance lui fait l'effet d'une bouffée d'air. Pourtant, elle se voit mal lui expliquer ce qu'elle a vécu ce soir-là.
Il la prendrait assurément pour une folle. Et comme il est le premier garçon de son âge qu'elle trouve intéressant, elle préfère garder toute sa dignité. Je n'aime pas la foule. J'avais besoin d'espace. Et toi, pourquoi passes-tu Samhain tout seul ici ? Il reste un instant silencieux et se confie finalement. J'ai des souvenirs douloureux. Tu as perdu quelqu'un ? La mort m'a enlevé toute ma famille. Gwenaël demeure sans voix. Ce jeune homme a vécu un drame à peine concevable. Et pourtant, aucun chagrin n'émane de lui. En dépit d'une forme de tristesse inscrite sur ses traits, elle ne détecte pas ses émotions. C'en est intriguant. Lui mentirait-il ? Je suis désolée, parvient-elle à articuler. C'était il y a longtemps ? L'an passé. Mes parents, mon frère, ma sœur. Je les ai tous perdus. La jeune femme repense à la douleur de Madame Gallagher, exposée comme une plaie à vif. Mais rien de tel n'émane de Brennan. Comment est-ce possible ? Sa capacité à ressentir les émotions d'autrui l'aurait-elle quitté ? Elle a besoin d'en avoir le cœur net. C'est affreux. Tu dois te sentir terriblement seul. Oui. Mais j'ai appris à garder mes sentiments pour moi. Cela explique pourquoi la jeune femme n'est pas envahie par sa douleur. Soulagée de constater que certaines personnes parviennent à contenir le flot de leurs émotions, elle réussit enfin à faire taire sa méfiance pour jouir de la trêve que le jeune homme lui offre. Alors qu'elle regarde Brennan, elle pense percevoir un mouvement derrière lui. Soudain, le visage squelettique du vagabond se dessine sur fond d'obscurité. Ses globes oculaires proéminents semblent vouloir sortir de son crâne, tandis qu'il grimace des mots muets. Elle sursaute et lâche un cri. L'affreux faciès disparaît à nouveau dans la nuit. Que se passe-t-il ? S'inquiète son compagnon. J'ai cru voir quelque chose. Elle croit distinguer des silhouettes mouvantes en marge du périmètre de lumière. Ils sont plusieurs. Peut-être même qu'ils les encerclent. Ses yeux terrifiés fouillent les ténèbres. Mais plus elle regarde, et plus elle doute de ce qu'elle a vu. Le jeune homme se retourne, scrute les environs, puis reporte son attention sur elle. Avec ces histoires de revenants, pas étonnant que ton imagination galope. Je n'ai jamais aimé l'obscurité. Alors, reste ici. Toutes les créatures craignent le feu. Elle se révèle incapable de déterminer s'il est sérieux ou moqueur, tant il demeure opaque. Et pourtant, les émotions doivent bouillonner sous ce masque stoïque. Malgré les souvenirs pénibles de ses expériences précédentes, Gwenaël souhaite qu'il s'ouvre à elle.
Elle se remémore combien ceux qu'elle a délestés de leur chagrin se sont sentis libérés ensuite. Ce jeune homme n'est pas obligé de porter seul son fardeau. Elle a le pouvoir d'en partager la charge avec lui. Et elle en a envie. Il faut que je te dise un secret. Il la regarde si intensément qu'elle en oublie la noirceur qu'ils englobent et sa cohorte de fantômes. Elle se sent happée dans le puits de ses yeux sombres. « Je t'écoute », souffle-t-il. « J'imagine combien tu dois souffrir de la perte de ta famille. Il se trouve que j'ai le pouvoir d'alléger les tourments. Si tu libères tes émotions, je peux me charger d'une partie de ton chagrin. Tu te sentiras mieux ensuite. Tu prends sur toi les peines des autres. Tu as reçu ce don ce soir, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu as voulu t'isoler. » Elle confirme de la tête. Elle est soulagée de voir qu'il ne la croit pas folle. « Tu es prêt à me laisser t'aider ?» Il acquiesce. Gwenaëlle perçoit maintenant les émotions qui s'échappent de lui, à la façon de bouffées de chagrin. Elle a l'impression qu'il la ménage afin d'éviter de la submerger. Elle lui en est reconnaissante. Il ouvre un peu plus les vannes de ses pensées et elle reçoit une onde de souffrance qui l'ébranle comme un coup dans la poitrine. Son souffle se bloque, puis se libère seulement en un filet d'air ténu. En dépit de la douleur, elle se sent capable de tenir le choc. Elle s'accroche à l'idée qu'elle le soulage de son supplice alors, malgré les larmes qui inondent ses joues. Et elle lui fait signe de continuer. Il déverse à présent en elle sa colère, sa rancœur et un irrésistible besoin de vengeance. Si elle pouvait lui rendre justice elle-même, elle le ferait avec violence. Les poings de la jeune femme se serrent et ses ongles s'enfoncent dans ses paumes. Enfin, les traits de Brennan s'apaisent. Elle a réussi. Elle a pris sa peine. Pantelante et presque inconsciente, elle remarque à peine les silhouettes spectrales qui s'agitent en lisière du cercle lumineux. Elle n'a plus peur, maintenant que les bras de Brennan se sont refermés autour d'elle. La torche qu'elle a fichée dans le sol s'éteint. Il ne reste plus que quelques braises du feu sacré à distribuer, et seulement 2 familles à pourvoir. Le druide voit s'approcher un couple qui semble rongé par l'inquiétude. « Puis-je vous aider ?» offre-t-il.
Nous cherchons notre fille, Gwenaëlle. Nous pensions la retrouver auprès de ses amis, mais personne ne l'a aperçue. Le druide est coutumier de manifestations étranges durant les cérémonies de Samhain. Aussi prend-il cette disparition au sérieux. Votre fille s'est-elle comportée de façon particulière ce soir ? Oui, elle a eu quelques réactions inhabituelles, répond la mère. Dites-m'en plus. La femme lui relate le déroulement de la soirée et le comportement singulier de Gwenaëlle. Le druide opine du chef et laisse échapper un soupir. Je crois que votre fille a reçu ce soir le don d'empathie. Elle ressent désormais les émotions des autres et les prend à son propre compte. Celui qui souffre est alors soulagé de ses peines. Et c'est mal ? Vous semblez penser que ce n'est pas une bonne nouvelle. Se découvrir un tel don lors de Samhain peut s'avérer pénible. Car célébrer les défunts exacerbe parfois le chagrin des endeuillés. Les gens perçoivent instinctivement la présence des empathes. Et ils ont tendance à rechercher leur proximité afin de se décharger sur eux de leur trop-plein de douleur. Sans formation, un empathe ne saura pas se protéger contre toutes ces émotions. Vous pensez que notre fille est en danger ? Intervient le père qui n'a pas dit un mot jusque-là. J'espère que non. Et bonsoir le rêve. Merci Priscille. Le druide s'efforce de garder confiance. Un empathe peut certes souffrir de découvrir son pouvoir en période de Samhain, mais il s'en sort généralement sans dommages irréparables. À moins que... Mais c'est impossible. L'autre famille les interrompt avec brusquerie en s'imposant entre lui et ses interlocuteurs. À part la petite fille qui berce rêveusement une poupée de chiffon, les trois autres arborent des visages hostiles. Le maître de cérémonie s'excuse auprès des parents de Gwenaëlle et s'empresse de les servir. Le fils aîné ramasse ses brandons et lui crache à la figure avec colère. « Que se passe-t-il ici ? Qui avez-vous échoué à protéger cette année ?» Les épaules du druide s'affaissent. Il accuse le coup. Ces personnes ont raison de lui en vouloir. Cependant, pour sa défense, il est extrêmement rare que 2 dons se révèlent la même soirée chez un seul et même individu. Et la pire combinaison de pouvoirs est sans conteste l'empathie et la capacité de voir les morts. Car les défunts, comme les vivants, sont aux proies au chagrin. Toutefois, les en décharger s'avèrent fatales pour un empathe. Bien qu'inhabituel, cela s'est pourtant produit l'année précédente. Le druide n'a pas réussi à éviter le drame. Et cette famille a perdu l'un de ses membres. Un jeune homme du nom de Brennan.
c'est évidemment la fin de cette histoire. Et bien que je me sente en sous-performance totale, je la trouve très cool. Je sens que Mascox aussi est en état de crevage, hein, clairement.